Bonjour à tous, une série de vidéos de commentaires de la deuxième épreuve du concours blanc numéro 2, non pas dans le but de lire un corrigé de plus de nouveaux exemples, mais plutôt dans l'esprit de vous donner les clés pour aborder ce genre d'épreuve. Donc ce que je vous propose, c'est de partir ensemble de rien et face à chaque question, euh, je vais vous dire quels sont les réflexes à avoir, pourquoi vous devez avoir ces réflexes et peut-être vous donner aussi quelques développements, détails et résultats. Et également mettre le doigt sur les erreurs que j'ai fréquemment ou trop fréquemment rencontrées, essayer d'expliquer pourquoi je les ai rencontrées et pourquoi ça ne doit plus arriver. Donc pourquoi certains mauvais réflexes sont des mauvais réflexes. Voilà, sans plus de blabla, on rentre dans le vif du sujet. Donc ce problème qui vous invite à étudier la notion de matrice orthogonale, on vous en donne la définition. Donc la première chose à faire, c'est de bien identifier euh, le critère. Donc, une définition, c'est une condition nécessaire et suffisante pour avoir une matrice orthogonale. Donc, dans toute la suite du sujet, quand on vous donne une matrice orthogonale, vous savez qu'il y a ces deux égalités qui sont vraies. En fait, donc ces deux égalités, c'est transposé de m fois m égale i et m fois transposé de m égale i. Et si on vous demande de montrer qu'une matrice est orthogonale, il faudra également montrer ces deux choses-là. Ça paraît évident, mais on verra dans la question 4 que j'ai rencontré beaucoup euh, de gens qui croient qu'une des deux conditions suffit. Donc quand on vous donne une définition, bien sûr, toute la définition est indispensable pour avoir une matrice qu'on appelle orthogonale. Alors on commence par des généralités, et d'ailleurs la première question qui n'a pas de rapport avec les matrices. Donc on vous demande de montrer que l'équation cos t égale x admet exactement deux solutions, et on vous a défini x ici. Alors ça, c'est une équation avec à gauche une fonction cosinus qu'on connaît bien, qu'on sait bien déterminer, qu'on sait bien étudier, et à droite un x. Et cet x-là, il est fixé. Donc c'est une valeur entre moins 1 et 1. Et on vous demande de trouver le nombre de solutions. Donc pour trouver le nombre de solutions d'une équation du style f de t égale quelque chose, ce qu'il faut faire, c'est étudier f et connaître ses variations. Donc ça, c'est la méthode absolument indispensable à maîtriser. Vous allez faire une étude de f. Ici, la fonction, c'est cosinus. On vous demande de travailler sur 0,2π, donc on fait l'étude sur 0,2π. On sait que la fonction cosinus fait ça, on peut écrire la dérivée. Les valeurs particulières, évidemment, il faut les connaître. J'ai rencontré des erreurs là-dessus. C'est interdit. Et là, par un argument de bijection, donc théorème de la bijection sur 0π et sur π de π, on a deux valeurs, une valeur P1 et une valeur P2, en lesquelles la fonction va s'annuler. Donc voilà, théorème des valeurs intermédiaires pour savoir qu'il y a des t comme ça, et on est obligé de passer par la stricte monotonie et la continuité de cosinus, le théorème de la bijection, pour avoir l'unicité sur 0π et sur π de π. Certains ont dessiné un cercle trigonométrique qui, alors évidemment, ne suffit pas à démontrer quelque chose. Un dessin, ça peut permettre de se convaincre, mais ça ne permet pas de démontrer. D'ailleurs, ceux qui l'ont fait ont souvent commis l'erreur suivante. Donc x est là, et donc vous avez identifié un point, un angle T1 sur le cercle, et un autre point également sur le cercle, donc qui a le même cosinus, un angle T2. Et souvent, pour le lien entre T1 et T2, vous avez dit que T2 égale moins T1. Et alors ça, attention, on est en train de travailler entre 0 et 2π. Donc bien sûr que l'angle T2, c'est l'opposé de l'angle T1. Les deux valeurs qui vont fonctionner, c'est celle-ci. Par contre, les valeurs qu'on veut entre 0 et 2π, ben c'est ça à 2π près. Donc si on veut s'affranchir du modulo 2π, pour avoir vraiment des valeurs entre 0 et 2π, c'est moins T1 plus 2π. Comme ça, on est sûr que T1 est entre 0 et 2π si et seulement si T2 l'est. Comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir un modulo 2π. Donc c'est ça le lien entre T1 et T2.
Voilà, donc ce petit piège, bien sûr, si vous annoncez des T1 et T2 entre 0 et 2π, c'est absolument impossible que l'un soit l'opposé de l'autre, vu que si T1 est entre 0 et 2π, son opposé il est entre moins 2π et 0. Donc ça c'est une erreur d'inattention, mais qui vient d'un raccourci qui est fait entre ce qu'on voit sur le dessin, on imagine, et la définition propre des choses qu'on est en train de manipuler. Ensuite, on affine un petit peu cette question. On vous donne des valeurs telles que x carré plus y carré égale 1, donc x et y, et on vous demande de montrer qu'il existe un unique t, tel que cosinus t égale x, et sinus t égale y. Alors cette fois-ci, on reconnaît l'équation précédente, cosinus t égale x, donc c'est sûr que t, déjà, il doit vérifier ça. Donc c'est soit t1, soit t2 de la question d'avant. Donc ça, il faut se servir de la question d'avant. Et ça, c'est un problème que vous avez trop souvent rencontré, c'est que sur une nouvelle question, vous essayez d'établir un nouveau raisonnement créé de toutes pièces. Alors bien sûr, il y a les questions précédentes qui vont nous aider, il y a aussi le cours, les propriétés de cours qui nous aident. Donc là, on a absolument besoin de repenser que ce t-là, c'est celui de la question d'avant. Donc avec le t1 et t2 de la question d'avant, t c'est soit t1, soit t2, a priori. Et pour montrer que c'est forcément un seul des deux, donc l'unicité ici, on va se servir de la deuxième information, sinus t égale y. Donc la question, c'est quand on a t1 et t2, que vaut sinus t? Donc on a déjà cosinus t1 qui vaut x, et sinus t1, pardon, cosinus t2 qui vaut x également. Et la question, c'est est-ce qu'il y en a un seul des deux qui réalise que sinus t2 ou sinus t1 égale y? Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser x carré plus y carré égale 1. Donc là, ça va nous apprendre que sinus carré de t1, c'est 1 moins cosinus carré de t1, c'est-à-dire c'est 1 moins x carré. Et ça, c'est y carré. Et là, on va avoir exactement la même chose. Donc j'apprends que y carré, c'est sinus carré de t1. Donc sinus de t1, c'est plus ou moins y. Et sinus de t2 aussi. Et je mets moins ou plus, parce que, comme on sait, d'après ce qui précède, que t2, c'est 2π moins t1, ben quand t1 vaut y, t2 vaut moins y. Pourquoi? Parce que sinus de t2, c'est moins sinus de t1. Sinus de 2π moins t1, c'est l'opposé de sinus de t1. Donc là, soit c'est sinus de t1 qui vaut y, et dans ce cas-là, sinus de t2 vaut moins y, soit c'est sinus de t2 qui vaut y, et dans ce cas-là, sinus de t1 vaut moins y. Dans les deux cas, il y a un seul des deux, t, soit t1, soit t2, qui est tel que le sinus vaut y. Donc, ce t, cette unique t, c'est t1 si c'est lui dont le sinus vaut y, ou t2 si c'est le contraire. Voilà, donc ça c'est vraiment cette question d'analyse. Deux choses importantes. Premièrement, pour trouver le nombre de solutions d'une équation, ben, on étudie une fonction et on essaye d'appliquer les théorèmes de la bijection. Il y a des gens qui sont partis sur des analyses synthèses pour montrer qu'il y a exactement deux solutions. Il faudrait les trouver explicitement. Ça, c'est pas possible. Après, il y a des gens qui ont commencé l'analyse en supposant le résultat qu'on veut montrer, donc là, c'est pas raisonnable. Donc ici, pour déterminer le nombre de solutions d'une équation de type f de t égale un truc, on étudie la fonction f. Ça, c'est possible. Ensuite, la relation, on fait attention. Et pour la question B, on pense à utiliser la question A, vu que les solutions T1 et T2 qu'on a dans la question A sont déjà les deux seules solutions qui vérifient la première partie du problème.